On va parler d'une collection de poèmes, des poèmes tellement explosifs qu'ils ont littéralement secoué la littérature française. Et le plus fou, ils ont été écrits par un ado de 16 ans en pleine fugue. Bienvenue donc dans l'univers des cahiers de doigts de Rimbaud, une histoire de rébellion créatrice absolument fascinante. Voilà, ça commence comme ça, ces deux vers, c'est un vrai coup de poing. Le poème nous peint un décor super idyllique, un jeune soldat, on a l'impression qu'il dort tranquillement dans l'herbe, et puis bam, la chute, terrible. On comprend la vérité, toute crue, il est mort, tué à la guerre. C'est une image d'une violence, mais inouïe. Et le truc le plus incroyable dans tout ça, c'est que cette vision, cette violence si frontale, elle vient d'un gamin de 16 ans. Alors la question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment un ado peut produire une œuvre avec une telle maturité et en même temps une telle rage ? Bon, pour le comprendre, il faut aller voir d'où ça vient. Il faut remonter à la source de sa révolte. Alors, il faut tout de suite oublier l'image du poète dans son bureau bien au chaud. Non. Ces poèmes-là, ils sont nés sur la route, dans la boue même, pendant des fugues, des escapades désespérées. C'est vraiment le cri d'un adolescent qui étouffe et qui cherche par tous les moyens à faire sauter les murs de sa prison. Et pour bien se rendre compte, regardons cette chronologie. L'année 1870, c'est un tourbillon, un chaos total. La France entre en guerre, l'empire de Napoléon III s'effondre, et au milieu de tout ça, le jeune Arthur, il fait quoi ? Il fugue. Et chacune de ces évasions de sa ville, Charleville, va devenir une sorte d'explosion de créativité. Une créativité nourrie par le désordre du monde extérieur et bien sûr par sa propre soif de liberté. On a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, il y a la prison. C'est Charleville, sa ville, qu'il trouve étouffante. C'est sa mère, Vitaly Kitiev, hyper autoritaire. C'est la rigidité de l'école. Et de l'autre côté, c'est l'évasion. C'est la liberté totale de la route, la chaleur des auberges, le premier réveil des sens. Et c'est justement de ce choc, de cette tension permanente entre les deux, que va jaillir toute la puissance de sa poésie. Alors, cette soif de liberté, qu'est-ce qu'il en fait ? Eh bien, Rimbaud, il va la transformer en une arme. Et son arme, c'est la poésie. Avec une audace, mais complètement folle pour son âge, il va s'attaquer, un par un, à tous les piliers de la société de son époque. Sa première cible, la bourgeoisie. Il ne supporte pas, mais alors pas du tout, leur suffisance, leur culte de l'argent, du petit confort. Et juste après, dans le même sac, il met l'Église. Pour lui, c'est une institution hypocrite, complètement vide et à des kilomètres de la vraie spiritualité. Et ce vers, ce vers est d'une cruauté parfaite pour montrer tout son dégoût. On l'imagine là en train d'observer l'élite de sa ville qui se pavane sur la place et il les décrit comme une simple parade de bêtisés jalouses. C'est tout. Le mépris est total, absolu. Allez, deuxième cible, le pouvoir politique. Là, il s'en prend directement à l'empereur, Napoléon III, qu'il ridiculise et qu'il tient pour responsable du désastre de la guerre. Et face à cet empire qu'il trouve complètement oppressif, il va mettre en avant la force brute du peuple. Une force symbolisée par un personnage, le forgeron. Ouais, dans ce poème qui est vraiment épique, il met en scène un ouvrier qui se dresse face au pouvoir, qui parle au nom de tous les opprimés. C'est un pur cri révolutionnaire. Il revendique la liberté pour ceux qu'on appelait à l'époque avec mépris la canaille. Mais en fait, sa rébellion la plus profonde, la plus personnelle, elle est peut-être ailleurs. Elle est artistique. Rimbaud, il en a marre de la beauté toute lisse, toute parfaite de la poésie de son temps. Non, lui, ce qu'il veut, c'est que l'art plonge les mains dans le cambouis, dans le réel, même si c'est trivial, et même si c'est laid. Et alors là, ce vers est une bombe. Vraiment. Il fait littéralement exploser le mythe de Vénus. Sa déesse à lui, ce n'est pas du tout une créature parfaite qui sort des flots. Non, c'est une femme bien réelle, qui sort d'une vieille baignoire avec un corps abîmé. C'est une provocation absolue. C'est sa manière de dire, voilà, ça c'est beau, ça c'est vrai. Ok, donc on a compris, il attaque les sujets. Mais pour que sa révolution soit totale, il a compris un truc essentiel. Ça ne suffit pas de changer de quoi on parle. Il faut aussi faire exploser la manière dont on en parle, le langage lui-même, la forme même du poème. Et pour bien mesurer son audace, il faut juste se souvenir de la règle d'or de la poésie française de l'époque. C'était l'alexandrin, ce fameux vers de 12 syllabes, toujours coupé pile au milieu, un rythme parfait, équilibré, c'était le roi quoi, le vers de la poésie noble par excellence. Et maintenant, regardez comment il s'amuse à le démolir. Dans ce vers, cette petite virgule, juste après celle-là, elle casse net tout le rythme qu'on attend. C'est comme s'il faisait boiter l'alexandrin exprès. Il le tord, il le disloque pour le rendre plus vivant, plus proche de la langue de tous les jours. Pour l'époque, c'est incroyablement moderne. Mais attention, faut pas croire que c'est parce qu'il ne connaît pas les règles. Au contraire, Rimbaud, c'est un élève surdoué, il connaît Villon, Hugo, Baudelaire par cœur. Il les imite bien sûr, mais c'est pour mieux les détourner, pour les parodier.
C'est ça qu'on appelle sa provocation érudite. Connaître les règles sur le bout des doigts, juste pour avoir le plaisir de les faire voler en éclats. Bon, on arrive à la question finale. Pourquoi est-ce que ces poèmes, écrits par un ado en pleine crise, nous parlent encore aussi fort aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que ces poèmes, en réalité, sont beaucoup plus qu'un simple cri de colère. C'est le tout premier laboratoire d'une idée qui va changer la poésie pour toujours, l'idée du poète voyant. C'est-à-dire un être qui est capable de voir au-delà du réel, et qui, forcément, pour décrire ce qu'il voit, doit inventer un langage totalement nouveau. Et pour ça, il passe par ce qu'il appelle un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Au fond, ce recueil, c'est un véritable manifeste pour l'émancipation. Il nous montre qu'un créateur peut, et peut-être même doit, se battre pour sa liberté sur absolument tous les fronts en même temps. Contre la famille, contre la société, contre la politique, et même contre les règles de son propre art. C'est une quête de liberté totale. Absolu. Et finalement, ces poèmes nous laissent avec une question un peu vertigineuse. La rébellion de Rimbaud, elle visait les conventions de son époque, bien sûr, mais son audace, elle nous force à nous interroger. Quelles sont nos propres règles aujourd'hui, nos propres conformismes ? Au fond, quelles sont les idoles que l'on devrait, nous aussi, oser faire sortir d'une vieille baignoire ?